À la question est-ce qu'il faut l'éducation thérapeutique, la réponse est oui. Comme ça, c'est assez simple. Mais c'est vrai que c'est pas exactement bien sûr pareil qu'en pédiatrie. Déjà en pédiatrie, il y a des enfants et des parents, donc c'est différent. Chez les adultes, il peut y avoir le conjoint ou une personne de confiance, personne de l'entourage qui va aussi être impliqué dans d'éventuelles séances d'éducation thérapeutique. Alors, dans l'éducation thérapeutique, il y a ce qu'on appelle les compétences d'auto-soin. J'espère que je ne vais pas utiliser un vocabulaire qui va être difficile. Mais les compétences d'auto-soin, c'est tout ce qui est du savoir et du savoir-faire. Donc déjà, si les patients ont des difficultés avec le savoir, reconnaître ces signes d'encombrement, ça paraît évident qu'ils le savent, mais parfois finalement revenir sur des choses assez basiques peut être très important, et également sur tout ce qui est connaissance du rôle des enzymes pancréatiques, de la digestion des graisses. On s'aperçoit parfois qu'au fil du temps des choses ont peut-être été oubliées, voilà. Mais ça, il faut faire ce qu'on appelle le diagnostic éducatif, c'est-à-dire qu'il faut identifier les besoins des patients par des entretiens, des questionnaires, différentes choses qui permettent de savoir si les patients ont besoin de revenir sur ces choses de base ou pas. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, donc du savoir et du savoir-faire. Faire son aérosol, donc est-ce qu'on a une bonne technique d'inhalation des différents traitements. Maintenant, il y a quand même plusieurs types de traitements et parfois on peut ne pas le faire et les kinés reviennent régulièrement sur les gestes, hein, c'est évident. Et puis il y a surtout chez les adultes quand même des compétences qu'on appelle dites d'adaptation ou psychosociales, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de s'adapter, vivre avec la maladie, communiquer avec la maladie, gérer des adaptations de traitement, gérer sa motivation, gérer son stress, gérer ses émotions. Voilà, toutes ces compétences-là dites d'adaptation, en fait, elles font partie de l'éducation thérapeutique. C'est de l'ordre aussi de l'accompagnement. Donc il y a peut-être des frontières entre ce qu'on peut faire dans des groupes de parole et ce qu'on peut faire en éducation thérapeutique. Donc effectivement, il y a sûrement plein de choses à faire chez l'adulte. Et dans le GTEM, on a été un peu au début, sans doute plus sur la pédiatrie. Et maintenant, on a vraiment avancé de manière très intéressante sur l'éducation thérapeutique chez l'adulte. Et donc, on a certains outils qui sont sur les sites du centre de référence d'Antroscope, centre de référence, je dis toujours, hein, qui peuvent vous aider parce qu'ils sont assez faciles à utiliser, pas forcément très longs, et qui peuvent être assez utiles. Donc là, par exemple, tu as mis des mots pour le dire. Donc des mots pour le dire, c'est un outil qui peut rendre service, qu'on le donne au patient lorsqu'il arrive ou lorsqu'il y a des moments d'attente. Hein, il y a quand même souvent des moments d'attente dans une venue au CRCM, et le patient va cocher des thèmes dont il a envie de parler. Donc ça va être vraiment, ça permet d'identifier des besoins, mais en cochant, sans faire un entretien qui peut prendre effectivement beaucoup de temps et qui va être difficile à intégrer par l'équipe. Donc il suffit, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet outil, mais voilà, il suffit de cocher des cases. Et ensuite, la dernière case en bas, c'est y a-t-il des thèmes inutiles ou répétitifs. Et ça, c'est en général très intéressant aussi, parce que les patients vont pouvoir dire: j'en ai marre qu'on me parle de ça. Alors peut-être que c'est important qu'on en parle, mais peut-être qu'il faut en parler différemment à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas abordé de façon adaptée. Parce que j'en ai marre qu'on me dise qu'il faut que je grossisse. Bon, ça n'empêche pas que le patient a un problème nutritionnel, mais sans doute qu'il va falloir faire différemment. Et donc après, évidemment, si les patients cochent des cases, il faut utiliser derrière. C'est-à-dire que il faut pas que ça reste lettre morte. C'est ça qui peut parfois être difficile, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire de ça? L'idéal, c'est de pouvoir en discuter en staff, c'est de pouvoir dire, voilà, ce patient, il a visiblement des questions là-dessus. Nous, on a une version pour les adolescents. Il y a souvent des thèmes sur la recherche, sur l'avenir, sur la greffe. Hein, si le patient coche transplantation, qu'on n'en a jamais parlé avec lui, c'est quelque chose qui le préoccupe, il a des questions là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour dire que chez les adultes, on sait qu'il n'y a pas, au CRCM adulte, on sait qu'il y a difficulté de ressources souvent, qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc ce genre de choses peut rendre ce genre
l'outil peut rendre service, mais derrière, il faudra prendre du temps quand même, hein. Alors, il y a d'autres choses qui ont été développées. Ça, on avait fait ça avec les Suisses. Les Suisses, enfin, l'équipe d'Alain Gollet, Monique Chamboléron, ça, ce sont des gens super en éducation thérapeutique. Et ça, c'était pour essayer d'en parler. Alors, par exemple, chez les patients adultes, entre le patient et son conjoint, il peut y avoir des choses dont on ne parle pas. Et pourtant, on aimerait bien en parler. Et peut-être qu'il faudrait en parler. Et du coup, cet outil-là, en fait, il y a plusieurs domaines et il y a des petites cartes et on va pouvoir déposer sur ces domaines les thèmes qu'on aimerait aborder. Donc ça peut être fait par le patient et son conjoint, par exemple. Et ensuite, on peut mettre en commun ce qui a été évoqué et voir avec qui il faut en parler, comment on peut en parler. Mais ça fait déjà émerger des choses de la vie quotidienne ou pas, ou d'autres domaines. Dans un couple, alors après on peut utiliser dans un couple, on peut utiliser entre un parent et entre des parents d'un enfant, entre un parent et un ado. Enfin voilà, donc cet outil-là existe. Un autre, qu'est-ce qu'on a travaillé dans le GTM? Un autre outil qui est donc lui vraiment très centré sur les exacerbations, c'est-à-dire finalement, voilà. On vérifie par quelques questions que le patient va cocher s'il connaît ces signes d'alerte d'exacerbation. Donc, en général, les patients les connaissent. Ils savent dire comment on est quand ça va moins bien. Mais ensuite, la difficulté, c'est qu'est-ce que je fais? Et là, c'est là où j'avais l'impression que vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est finalement, parfois, je fais pas grand-chose, j'attends. Voilà. Donc, sur cette fiche, c'est résumé l'outil, mais c'est ce que je fais déjà et qui fonctionne. Et puis à droite, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Eh bien, c'est pas si simple. Parfois, je sais ce que je fais. Parfois, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Mais entre les deux, je fais pas. Et pourquoi je fais pas? Pourquoi je fais pas? Eh bien, parce que j'en ai marre, j'ai trop de travail, je veux pas d'arrêt de travail, je suis fatiguée, j'ai des idées noires, j'ai peur des antibiotiques, j'ai l'impression que ça sert à rien, je manque de motivation. Voilà. Donc tous ces freins qui sont ce que je pense que je ressens sur la droite, si c'est une liste, on avait appelé ça un vrac de mots, c'est une liste de mots que les gens peuvent cocher, entourer, et qui vont permettre de mettre des mots sur la perception qu'on a de pourquoi on ne fait pas. Donc on utilise moins chez les adolescents parce que c'est un petit peu plus difficile, mais dans l'expérience, c'est souvent j'ai pas la motivation. Pas la motivation. Alors, pourquoi j'ai pas la motivation? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas la motivation? Là, on peut revenir sur tout ce qu'on a comme projet ou pas, qu'est-ce qui bloque. Enfin, en tout cas, ça permet d'avancer là-dedans et de comprendre pourquoi on appelle au dernier moment pour avoir une cure ou pourquoi voilà quoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux finalement. Ça, c'est encore un autre outil qui est sur l'activité physique régulière. Alors ça, c'est un truc qui est assez sympa aussi. Enfin, bon, ils sont tous sympas les outils, hein, mais le tout, c'est de se les approprier et puis effectivement, ça prend un peu de temps. Tout le monde sait qu'il faut faire du sport ou avoir au moins une activité physique régulière. Et le problème, c'est quelles sont les représentations qu'on a du sport. Donc finalement, nous, on est là, faut faire du sport. Oui, bon, ok. C'est plus difficile. Donc finalement, avec les cartes qui sont là, et donc ça, il y en a dans tous les CERSEM, normalement, on les fait distribuer par l'association régulièrement, eh bien, c'est que représente le sport. C'est que représente le sport pour vous avec des cartes. Et finalement, ça peut mettre en avant des problèmes financiers, ou mettre en avant que ça ne fait rien, ou que c'est pareil, j'ai pas envie, etc. Mais au moins, on peut travailler sur les représentations de l'activité physique. Le planning du souffle, ça c'est, voilà, j'ai tellement de trucs à faire que je peux pas y arriver. Et du coup, quelles sont mes activités, quels sont mes médicaments, comment je fais ma kiné et comment je peux arriver à gérer ça. Et alors parfois, on s'aperçoit tout bêtement de planning complètement impossible, effectivement, où moi je me souviens de séances de kiné, alors chez les adultes c'est probablement différent, mais séance de kiné le mercredi après-midi à 15h. Ah oui, donc ça coupe peut-être tout le mercredi après-midi de l'adolescente. Et j'ai dit, mais là, peut-être on pourrait faire quelque chose, tout simplement, dans ta répartition de choses, d'activités. Donc, l'organisation des soins,
peut souvent être optimisé. Et dans le quotidien, parfois, on a besoin d'un petit coup de main pour voir si on peut améliorer l'organisation de ces soins. Les plans de prise, alors les plans de prise, c'est pareil, il y a beaucoup de médicaments à prendre quand on a la mucoviscidose et chez les adultes encore plus. Et parfois, on ne sait plus très bien à quoi ça sert. Ce qui permet aux médecins et aux patients, alors ça, le plan de prise, le patient il peut le remplir tout seul, hein, mais ça permet aux médecins de s'apercevoir que certains médicaments sont donnés à des moments, voilà, si on donne un médicament à midi, c'est quand même compliqué, si on donne 4 fois par jour, c'est très compliqué, à part les extraits pancréatiques. Donc il y a des réflexions qu'on peut faire en prenant un plan de prise. Ça permet de revoir les médicaments, sont-ils tous utiles? Et ce qui est intéressant avec le plan de prise, je sais pas si tu l'as pas mis, avec le plan de prise, c'est l'échelle de perception de l'utilité des médicaments par la personne. C'est-à-dire que à côté du plan de prise, il peut remplir sur une échelle la perception d'utilité. Ça, on l'a fait pour la transplantation, avec une perception d'utilité très importante pour les médicaments immunosuppresseurs, et une perception d'utilité beaucoup moins importante pour, par exemple, les vitamines. Au hasard. Alors le premier, réagir face à une hémoptysie, donc vous avez ça aussi dans les outils du GTEM pour les urgences. Hein. Il y a toute une série d'outils sur les urgences, avec des cartes situations. Donc ils sont très faciles à utiliser et très rapides. Vous avez mucomutation, donc ça c'est pour comprendre les mutations génétiques, mais il y a plein d'autres choses aussi dans mucomutation qui sont très intéressantes, surtout maintenant avec les nouvelles thérapeutiques. Puis il y a des vidéos qui montrent le mucus normal, pas normal. Donc ça c'est un bel outil. Et puis bon bah il y a un outil sur le jeune outil qui est sur la mode de transmission et voilà.